et bienvenue sur ma chaîne, Lola Delph. Nous sommes en compagnie de Alex aujourd'hui, qui est un ami. Donc pour te présenter un peu, Alex, quels sont tes prénoms, pronoms et accords, et comment est-ce que tu te situes sur ces questions-là? Alors, bonjour. Alors, niveau prénom, généralement on m'appelle Alex, ou Meshro, c'est mon pseudo et mon nom d'auteur, vu que j'écris. Et sinon, beaucoup de gens m'appellent la salamandre, simplement. Et voilà, basiquement Alex, c'est parce que c'est le diminutif de mon dead name et que ça passe bien vis-à-vis de ma famille, et au quotidien, les gens posent pas trop de questions. Et Meshro, ça a une histoire, mais voilà, c'est surtout un pseudo. Et la salamandre, c'est parce que c'est mon genre et que ça me fait plaisir de me faire appeler la salamandre, basiquement. Voilà. Niveau pronom, je m'en fiche un petit peu. Généralement, les gens peuvent utiliser ce qu'ils veulent pour s'adresser à moi. C'est juste que, basiquement, je déteste quand on sent que le pronom va être lié au masculin ou au féminin. Et généralement, c'est plus gênant avec le masculin, vu que les gens ont plus tendance à me rapprocher du masculin, justement. Donc quelqu'un qui va utiliser tout le temps des pronoms masculins et qui va me montrer qu'il me renvoie au fait d'être un homme, ça va me déranger. Mais pareil, quelqu'un qui va utiliser spécialement le féminin parce qu'il va trouver que il va me voir, je sais pas, comme une femme trans ou quoi, bah ça va me déranger parce qu'on m'approche du féminin et que bah, moi je suis pas non binaire sur les spectres masculin et féminin, je suis vraiment ailleurs. Voilà, voilà. Mhm. Ok. Et donc pour les accords, c'est pareil que Oui, pour les pronoms. on s'en fiche un peu. Le bordel le plus total, le chaos. Ok, parfait. Merci. Euh, Qu'est-ce que c'est la non-binarité pour toi? Comment tu te situes vis-à-vis d'elle? Et est-ce que tu t'es toujours identifié de cette façon-là? Ou est-ce que tu es passé par d'autres identités? Donc tu peux déjà commencer par nous dire qu'est-ce que c'est la non-binarité pour Alors, toi. moi, la non-binarité, je passe par la définition la plus simple et la plus commune admise. Donc, personne non-binaire, c'est une personne qui ne s'identifie pas dans un genre qui est strictement masculin ou strictement féminin. Donc, si t'es pas complètement un homme ou si t'es pas complètement une femme, tu es non-binaire. Et du coup, c'est un terme parapluie qui regroupe énormément d'identités. Donc, certaines qui sont liées aux hommes et aux femmes. Donc, tous les genres qui sont demi-homme, demi-femme, ou qui sont entre les deux, ou aucun des deux, ou les deux en même temps, et tout ça. Mais également, du coup, les genres qui ne sont pas du tout liés à la binarité. Donc, les xénogenres, les neurogenres, les mavericks, et bref, plein de choses différentes. Et du coup, moi, je me suis. Alia Gender Ouais. aussi, ouais. Et du coup, moi, je vais me situer en tant que xénogenre. Donc, vraiment, les histoires de masculin-féminin, ça me passe beaucoup au-dessus de la tête. Et voilà. Alors, je me suis pas toujours identifié comme ça. Bah, déjà, je suis pas mal plus vieille que beaucoup de gens dans la communauté. Et du coup, à mon époque, c'était beaucoup moins fréquent de voir des personnes non binaires. On avait beaucoup moins de visibilité. Donc ça a mis du temps. Donc déjà quand j'étais petit, je sentais qu'il y avait un truc qui était bizarre. J'étais pas vraiment accepté par les gens, je me sentais pas à l'aise. On me disait de faire des trucs d'homme, mais j'étais en mode pourquoi c'est pas intéressant. Et il y avait plein de choses en fait qui montraient qu'il y avait quelque chose qui allait pas à ce niveau-là. Et c'est plus tard, c'est dans ma vingtaine, je devais avoir quoi, euh, 24 ans, 25 ans quand j'ai commencé à me dire non binaire. Et en fait, à la base, je suis passé plutôt par des phases en mode bah, je m'en fiche un peu des trucs d'homme, je suis juste un homme qui s'en fout de tout ça. Et puis après, il y a eu l'existence de la non-binarité qui est passée par là, et du coup, je me suis dit non-binaire. Et c'est assez récemment que je me suis vraiment identifié comme xénogenre. Donc, disons que je me suis vraiment séparé de pas mal de gens qui étaient assez peu ouverts d'esprit sur ces points-là et qui, du coup en fait, qui me ralentissaient sur mes propres questionnements personnels. Et du coup, une fois que j'ai été débarrassé de tout ça, très rapidement, je me suis identifié en tant que salamandre. C'est venu vraiment naturellement. Donc voilà, xénogenre, salamandre. D'accord. Tu peux nous préciser ton âge, si tu as envie Ah, de du coup, communiquer là-dessus? Comme tu as dit que tu étais un peu j'ai plus 31 vieille. ans. D'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est, ce qu'est le xénogenre du coup? Parce que la non-binarité, on a un peu mieux compris, mais le xénogenre, les xénogenres, qu'est-ce que c'est et où tu te situes dans les xénogenres et quel, quel est ton vécu de Les salamandre? xénogenres, du coup, ça va être
les personnes qui n'arrivent pas à mettre un terme commun sur leur genre, donc les termes communs c'est homme, femme ou les trucs en rapport, et qui n'arrivent pas à le définir avec ce qui est habituel pour définir un genre. Et donc on va généralement utiliser des concepts qui sont qui n'ont rien à voir pour définir notre genre parce qu'ils nous parlent plus. Donc c'est un peu des métaphores pour définir un genre qu'on n'arrive pas complètement à saisir avec les mots habituels. Et donc ça peut être énormément de choses. Il y a des gens pour qui c'est des couleurs, des gens pour qui c'est des odeurs, des sensations, ou encore des constellations. Et il y a aussi beaucoup de gens qui s'identifient avec un animal, ce qu'on appelle des kin genres. Et du coup c'est ce que je suis. Moi je décris mon genre comme une salamandre. Et c'est justement difficile à définir parce que si je pouvais le définir plus facilement, j'aurais pas besoin de mettre la salamandre dessus. Et donc il y a pas mal de choses qui sont liées à la salamandre dans lesquelles je me retrouve, mais c'est vraiment très difficile en fait à expliquer. C'est comme vraiment essayer d'expliquer euh, d'expliquer une couleur à quelqu'un qui ne peut pas voir cette couleur. C'est Donc je sais pas si je pourrais vraiment expliquer mieux que ça ce que c'est d'être une salamandre. Ok. Moi, là-dessus, si je peux faire un retour. Je sais que j'avais déjà lu des gens en parler et expliquer qu'en gros, euh, c'est principalement se rattacher à des concepts, si je me trompe pas, Mhm. et, euh, et qu'en gros, pour certaines personnes, des personnes xénogenres comme des personnes absolument pas xénogenres, que j'ai vu témoigner là-dessus, c'était plus facile à comprendre et à appréhender le concept, par exemple, de quelqu'un qui s'identifierait à un océan. Tout le monde sait ce que c'est un océan, la définition est assez claire et on arrive à voir ce que c'est. Pareil pour une salamandre, on sait ce que c'est une salamandre et on arrive facilement à s'imaginer ce que c'est une salamandre, alors que... Oui, bah en fait oui, pour moi c'est clair et net en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'expliquer avec d'autres mots que la salamandre. Parce que Ouais, la alors que salamandre, les hommes et femmes, oui, oui, pour moi c'est des concepts assez voilà, vides et remplis artificiellement, hommes et femmes. Et bah, les gens s'y retrouvent en fait, mais pour moi c'est pas différent. Euh, Quand tu demandes à quelqu'un ce que c'est un homme ou ce que c'est une femme, quelqu'un qui s'identifie en tant que tel, bah, il va pouvoir te donner plein de trucs pour définir son rapport à son genre. Par exemple, une femme va te dire être une femme c'est ça, être une femme c'est ça. Mais en réalité, c'est pas être une femme ce qu'elle va te dire. C'est être une femme pour elle. Et une autre femme te donnera quelque chose de complètement différent sur ce qu'est être une femme. Et, oui, et du coup, moi, vu voilà. qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mondes en fait qui va s'identifier comme salamandre, bah, basiquement, c'est le plus précis pour dire ce que je suis, c'est de dire que je suis une salamandre. En fait, tu regardes une salamandre et voilà, t'as une image de ce à quoi mon rapport à mon genre ressemble. Voilà, ok, parfait. Euh, et du coup, comment tu expérimentes ça donc dans l'expression de genre? Est-ce que tu as une façon de l'expérimenter? Euh, Est-ce que tu le projettes? Est-ce que tu performes le genre salamandre à des moments dans ta vie d'une façon particulière, autre que le vécu quotidien qui est le vécu d'une salamandre? Mais est-ce que tu vas performer d'une façon particulière? Est-ce que tu as un vécu particulier Au vis-à-vis de niveau de ça? l'expression de genre, Par exemple. bah ouais, au niveau d'expression de genre, c'est compliqué parce que bah, pour avoir l'expression de genre qui me conviendrait, ça demanderait de passer par énormément d'opérations différentes. Donc il faudrait que je me fasse tatouer intégralement, faudrait que je me fasse tatouer les yeux. Et il y a plein de choses en fait des choses assez lourdes à porter en fait, qui ferait que je pourrais avoir une expression de genre qui convient à ce que je veux. Et du coup, bah, là, j'utilise des choses qui me donnent de l'euphorie, donc qui me rapprochent un peu de l'expression de genre que j'aimerais avoir, mais qui en sont quand même éloignées. Donc, bah, je porte des lentilles colorées euh, qui Ouais. me, qui me font me sentir plus salamandre, justement. Je porte du maquillage également et j'essaye d'avoir une apparence un peu dérangeante, un peu inhumaine. J'ai mes tatouages qui sont très colorés et qui font un peu comme des taches de salamandre sur mon corps. C'est comme ça que je le vois. Et donc moi, de mon point de vue, en fait, j'ai quand même un passing de salamandre. Et parfois, ça m'étonne et ça m'énerve que les gens me disent que j'ai un passing masculin. Je vois. Ok. Tout en Euh, ayant conscience que, bah oui, évidemment, qu'ils vont dire que j'ai un passing masculin parce que j'ai une moustache, une barbe, etc.
Pour moi c'est des critères qui sont vraiment absurdes. Oui, oui, complètement. Euh, D'ailleurs, souvent, on va absolument pas se concentrer sur, euh, comment dire ça? On va pas se concentrer sur ce qui fait de toi une salamandre et on va te ramener à des détails de ton physique qui pourraient être associés à une masculinité que tu n'as pas désirée, alors que par-delà de ça, tu as d'autres détails de ton expression de genre qui disent bah non, je suis pas dans une masculinité. Mais évidemment, on va essayer de te rattacher à une notion de binaire et du coup, Oui, c'est ça. Et le problème étant, c'est que déjà les xénogenres sont inconnus, mais en plus, faut imaginer si c'est normal que personne ait les codes pour savoir quelle expression de genre est celle d'une salamandre. Je veux dire, c'est complètement normal. Parce que sinon, il faudrait que les gens aient les codes pour détecter les expressions de genre d'absolument toutes les identités de genre possibles. Et c'est pas possible. Par contre, ce qui serait possible, ça serait d'arrêter de d'imposer aux gens, ouais. supposer oui, de supposer de base qu'il y a un rapport à la féminité et à la masculinité. Et ça permettrait de poser des questions, et ouais, d'arrêter d'être cisnormatif en fait. Oui, oui, complètement. Est-ce que tu lis ton identité non binaire à d'autres identités? Alors voilà, donc j'ai pas mal parlé du xénogenre déjà, qui est mon identité non binaire en soi, mais c'est aussi un neurogenre en fait. Donc un neurogenre, c'est quand on considère que son expérience du genre est influencée par par une neuroatypie, une psychoatypie. Et donc dans mon cas, je suis autiste et TDAH. Oui. Et ça, je pense que ça a beaucoup influencé mon rapport au genre et surtout mon rapport au genre en tant que genre inhumain. Hmm. Parce que du coup, la combinaison de mes deux neuroatypies fait que j'ai un rapport au temps surtout qui est très différent de celui des autres gens. Donc, basiquement, pour moi, le temps passe extrêmement vite et il y a j'ai très peu de temps pour faire les choses parce qu'il coule vraiment, il peut se passer des mois comme ça sans que j'ai l'impression qu'il s'est passé que quelques jours. Et du coup, ça renforce vraiment beaucoup une impression de décalage avec l'humanité et j'ai vraiment l'impression d'être un peu de glisser un peu intemporellement sur la vie. Et du coup, ça me donne une impression de rester jeune quand tout vieillit autour de moi et donc vraiment d'être un peu immortel et du coup d'être une espèce de créature mythique. Et c'est qu'une impression, mais du coup, depuis quand j'étais petit, ça me donnait une forte impression d'inhumanité. Et cette inhumanité, du coup, s'est matérialisée dans l'image de la salamandre. D'accord. Et voilà. Et après, forcément, avec l'autisme, j'ai du mal à performer les codes sociaux en général et à simplement être comme tout le monde. Et du coup, ça renforce ça également, toujours cette impression d'inhumanité. Après, à côté, du coup, je suis racisé, mais avec un gros passing blanc. Du coup, Hmm. généralement, j'ai pas trop lié ça à mon identité. Je veux dire, j'ai subi du racisme uniquement quand j'étais au collège et que j'avais l'air vraiment libanais. Hmm. Et basiquement, je sais que il y a des conséquences actuelles au racisme, aux discriminations que j'ai pu subir à l'époque, mais aussi des conséquences sur ma vie du fait que en fait mes parents ne nous ont jamais vraiment élevés dans cette culture libanaise. Sans doute à cause du racisme en grande partie. Et du coup, j'ai beaucoup de familles au Liban qu'on n'est jamais allé voir et tout. Mais voilà, c'est plus un regret qu'autre chose, mais ça fait pas vraiment partie. C'est pas quelque chose qui est très important au niveau de mon identité. D'accord. Euh, voilà. Après, du coup, il y a autre chose qui est très important pour moi au niveau queer, c'est le fait que je sois aromantique. Hmm. Et du coup, généralement, aromantique, c'est un peu comme xénogenre, c'est le genre d'identité qui se fait un peu rejeter un peu partout dans la communauté queer en mode c'est pas queer du tout. Ouais. Parce que tu peux être un cis mec aromantique mais qui couche avec des filles et donc t'es juste un hétéro, tout ça. Et c'est le genre de truc où les gens se rendent pas compte que, en fait, quand t'es aromantique, tu peux pas faire performer la matonormativité. Oui, bah oui, Et l'hétéronormativité de toute façon se construit autour de la sexualité et du romantisme, même si les cis mecs hétéros performent l'hétérosexualité d'une manière complexe, mais
Ouais, mais pour autant, oui, performer l'hétérosexualité implique une dimension romantique qui, quand tu l'as pas, bah, t'es coupé de plein de codes et voilà. Ouais, clairement. Et voilà, du coup, c'est un des points où je suis qui m'énerve beaucoup, en tout cas dans les milieux militants, où dès qu'on parle de xénogenre et dès qu'on parle d'aromantisme, bah, généralement on s'en prend plein la gueule. Et parfois il suffit de le mentionner, genre c'est même pas que tu dis que c'est, tu veux même pas dire que c'est un truc politique ou que ça fait partie de la communauté queer, juste tu en parles et tu as tout le monde qui déboule en mode ouais, tu dis la merde, t'es en train de dire que les 6 mecs hétéros font partie de la communauté LGBT et tout ça, ou alors les xénogenres dépolitisent la lutte et machin, c'est pas matérialiste, et ça me fatigue beaucoup, parce que Ouais, alors qu'en fait, on te force à donner un point de vue politique là-dessus, alors que toi, juste, t'étais en train de vivre dans ton coin, tu le rendais même pas, enfin, tu cherchais même pas particulièrement à le rendre politique, mais genre, les gens te l'imposent, quoi. déjà, et surtout que, bah, basiquement, politiquement, moi, généralement, je vais jamais dire que je suis non-binaire dès que je veux parler de matérialisme ou même de féminisme queer. Parce que je vais considérer que c'est plus le fait d'être non-binaire qu'être xénogenre qui me fait être dans une lutte et faire partie d'une classe, et même le fait d'être trans, au-delà de tout ça. Oui, oui, oui. Mais, mais basiquement, pour moi, ça vient d'une mécompréhension et d'un retard énorme sur ce qui se fait au niveau de la théorie et du matérialisme, de pas comprendre que c'est une question de classe, tout ça, et donc t'as les gens qui sont en mode oui, mais t'es xénogenre, donc tu peux ressembler à un cis-mec et te prendre pour. Et être un cis-mec et te prendre pour une mangouste, et hop, soudainement t'es queer. Sauf que non, justement, parce que quand tu es xénogenre, tu n'es pas juste un cis-mec qui se prend pour une mangouste. Tu n'as pas tout ce qui va avec, tu n'as pas la solidarité masculine, euh, tu as éventuellement envie aussi de transitionner médicalement. Donc tu vois, même les true scum pourraient en fait voir des xénogenres en mode bah oui, c'est des personnes trans. Parce que là, les gens, à chaque fois, ils arrivent, ils s'imaginent que la personne xénogenre, ce n'est que dans sa tête, tu vois, qu'il n'y a rien matériellement, que elle ne se ressent pas éventuellement de dysphorie, Il n'y a pas qu'il d'impact, ouais. n'y a pas d'impact, il n'y a pas de passing, qu'elle a toujours la solidarité masculine, etc. Alors que je suis désolé, tu peux peut-être avoir ta solidarité masculine si tu mens, mais c'est le cas de tout. Si t'es au placard, tu peux faire semblant d'avoir des avantages, tu vois. Hmm. Mais Faire basiquement, semblant, quand oui, t'es ça c'est important de préciser, faire semblant d'avoir des avantages quand t'es au bah placard, parce oui, que bon, on sait bien qu'il mais s'agit quand t'es xénogenre, d'avantages. si tu mens aux gens autour de toi, ouais, peut-être que tes 6 mecs vont se montrer solidaires avec toi, etc. Mais dès qu'ils sauront que t'es xénogenre, euh, bah en fait dès que tu sors du placard en tant que xénogenre, bah tu t'en prends énormément plein la gueule en fait, et tu t'en prends plein la gueule de la part des cis, des trans, de tout le monde en fait. Et il y a une énorme biphobie parce que pour moi en fait les xénogenres matérialisent en fait tout ce qui dérange dans la non-binarité. Alors les gens sont d'accord pour accepter la non-binarité du moment que c'est de la binarité en un peu moins binaire, ou que Hmm. c'est du rejet de la binarité. Donc on va accepter généralement les gens qui se disent juste non-binaires, on va accepter les gens qui se disent agenres, on va accepter les gender fluid, les demi-girls, demi-boys, etc. C'est compliqué de Mais dire dès qu'on a qu'on un... accepte non plus aussi facilement la non-binarité, oui, mais je veux dire que Oui, mais la situation est en tout encore cas, pire. il y a des gens qui acceptent la non-binarité, mais qui vont arrêter d'accepter dès qu'on va parler de xénogenre, ou en tout cas de tout genre qui est complètement détaché de la binarité. Et c'est là en fait qu'on voit leur MBphobie. Parce que en fait ce qui va les gêner, c'est qu'on est vraiment plus dans la binarité. Et sauf que c'est l'essence même de la non-binarité de plus être dans la binarité. Et s'ils acceptent les agenres, ces gens-là, par exemple, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que les agenres sont en dehors de la binarité, qu'ils sont vraiment en dehors. Ils le Hmm. voient juste comme je, un négatif de la binarité. Et donc ça passe, car on peut le lier à la binarité. Hmm. Les xénogenres, tu peux pas les mettre en négatif ou en rejet de quoi que ce soit, c'est juste autre chose, c'est un positif. C'est Hmm. quelque chose qui vient remplir le genre à la place de la binarité. Et les gens qui te disent moi j'ai rien contre les non-binaires mais les xénogenres c'est du bullshit, bah en Hmm. fait c'est juste des gens qui se voilent la face. C'est des gens qui sont hémiphobes et et qui mettent une signification sur les autres types de non-binarité qui est fausse en fait. Ah oui, clairement, on est d'accord. Du coup,
comment se sont passés comment se sont passés ou s'est passé ton ou tes coming out si tu en as fait? Alors, ça remonte à loin. Du coup, le coming out, premier coming out non binaire, c'était d'abord avec à mon ex. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, mais je crois qu'elle comprenait, en fait, qu'elle comprenait pas forcément toutes les implications, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ensuite, à mes parents, la première fois, ça s'est mal passé. Ils étaient dans une posture, on accepte, mais on fait pas d'efforts. Du coup, ils avaient aucun problème à l'idée que je sois trans, mais par contre, euh, ils étaient incapables de ne pas utiliser mon dead name. D'accord. Je leur ai refait le coming out l'année suivante, et cette fois ça s'est mieux passé, ils ont commencé à faire des efforts, et dans l'ensemble ça se passe bien vis-à-vis de mes parents, surtout ma mère qui a l'air très investie là-dedans. Mais du coup le problème c'est qu'elle a tendance à m'out auprès d'autres gens de la famille sans que j'ai rien demandé, ce qui est un peu chiant. On va pas se le cacher. Ouais, Et à en faire beaucoup trop autour de ça. faudrait peut-être respecter ton consentement et écouter ce Voilà. que toi tu en veux, parce que c'est quand même quelque chose qui t'appartient à toi avant tout, quoi. Mm. Mais du coup, avec mes parents, il y a eu cette soirée alcoolisée où je leur ai fait un cours complet sur la non-binarité, donc je suis même allé jusqu'au xénogenre, et du coup je me suis aperçu que ma mère ne comprenait rien, mais qu'elle, c'est en fait pas grave, bon, elle comprenait rien de ce que ça voulait dire, mais au moins elle faisait des efforts, et que du coup par contre mon père a très bien compris la logique du coup euh, du fait d'être, bah, si on accepte l'idée qu'il y a des non-binaires, c'est hyper simple d'accepter l'idée qu'il y ait des xénogenres. Hmm. Et voilà, du coup, mon père est plutôt logique sur ces trucs et il est prof de philo, donc il a niveau réfléchir sur des trucs bizarres, je pense qu'il a l'habitude. Mais à côté, il fait pas beaucoup d'efforts, par contre. Ah, ouais. Voilà. Et du coup, il y a ma grand-mère aussi, et vu que maintenant je vis chez elle, à qui j'ai fait un coming out. Hmm. Bah, elle a eu un peu de mal à comprendre, mais plutôt acceptante. Et on a regardé le documentaire tout pourri de Zone Interdite là, sur la non-binarité ensemble. Et du coup, elle est tellement déconstruite maintenant qu'elle-même comprenait que c'était de la merde. Ouais. Et là, voilà. C'est vraiment Donc elle comprend dans une... la dernière interview que j'ai fait, on en a parlé aussi, on m'a dit que Oui. ouais, c'était une catastrophe ce documentaire. Du coup, elle comprend un petit peu, mais pas complètement. Par contre, elle a vraiment du mal, elle refuse même de m'appeler Alex. Selon ses propres mots, une fois, elle m'a dit un truc du genre Alexandre, c'est un beau nom, c'est le nom de quelqu'un, alors que Alex, c'est le nom de personne, c'est commun, c'est banal. Voilà, voilà. C'est super violent comme propos. Ah oui, c'est super violent, mais je crois qu'elle s'en rend pas compte, hein. Ouais, c'est le nom de personne. Waouh. Tu te choisis un nom et on te dit c'est le nom de personne. Enfin bon, tout mon soutien à toi. Bah, du coup, j'allais te demander comment est-ce que tu gères avec ta famille, mais je crois que tu m'as déjà en grande partie expliqué. Tu t'as pas de frères et sœurs Est-ce que tu... Alors du coup, j'ai deux sœurs. Donc ma grande sœur est plutôt très féminisme traditionnel, donc je pense qu'elle s'y connaît pas trop en théorie queer, etc. Et donc elle a peut-être un peu de mal à comprendre tout ça, ou en tout cas par exemple à comprendre comment quelqu'un qui a une apparence qui passe de façon masculine euh, peut être sexisé. Mais voilà, dans l'ensemble, elle est pas non plus, elle est pas dans le rejet ou quoi, on peut en discuter. Et ma petite sœur, je pense qu'elle est plutôt acceptante vis-à-vis de ça, hein. Au niveau jeu, c'est des questions qu'elle connaît. Voilà, D'accord. donc Bah, trop elle, génial. elle se trompe pas sur mon nom la plupart du temps, etc. Là en ce moment, j'ai plus de problèmes quand il y a mes oncles ou tantes à la maison et que ils ont l'air d'adorer mettre mon nom à la fin de chaque phrase, Quel enfer. n'est-ce pas? Quelle idée. Quelle idée. Voilà, voilà. Bon. Mais je sais pas pourquoi, hein, c'est une génération, ils adorent de utiliser le nom des enfants, je sais pas pourquoi. Euh, quel est ton rapport avec le monde du travail? Donc, que ce soit études, école, travail ou projet, mais quel est ton rapport vis-à-vis de ça? Alors, mon rapport, je pense qu'il faut remonter loin pour pouvoir bien expliquer où j'en suis maintenant. On va remonter jusqu'au tout début, au primaire.
Où bah, en fait j'étais le genre d'élève qui arrivait et finissait instantanément les exercices et qui après restait à s'ennuyer. Et du coup, forcément, j'ai pas appris à travailler. Au collège, j'étais en décrochage scolaire complet. D'ailleurs, j'ai été en décollage scolaire complet jusqu'à la fin du lycée. Et j'ai eu mon bac parce que j'ai eu mon bac, on va dire, comme ça. Basiquement, j'étais plutôt doué en français, donc j'ai eu de bonnes notes. Il y avait des trucs avec des gros coefficients qui étaient pas difficiles, genre la SES. Et j'ai eu des très bonnes notes en sport. Donc c'est passé, on va dire. Et puis je suis arrivé à la fac et à la fac je faisais un truc qui m'intéressait déjà un peu plus. Du coup j'ai appris à travailler et je me suis aperçu que oui en fait quand quelque chose m'intéresse je suis pas. J'ai compris que j'étais pas fainéant en fait parce que c'était l'image qu'on m'avait tout le temps renvoyée. Et que quand quelque chose m'intéressait bah, j'étais capable justement de travailler beaucoup plus que la plupart des gens en fait. Et D'accord. du coup j'ai fait un master de psycho. Et voilà donc j'ai un master de recherche en psychologie de la santé. Mhm. Et j'avais prévu de pousser jusqu'au doctorat, mais quand j'ai vu en fait la tronche de la recherche en psycho, euh, j'ai préféré arrêter. En fait, c'était bourré de gens qui étaient élitistes et incompétents. En fait, littéralement, il y avait plein de profs qui avaient fait leur doctorat et tout le reste de leur vie, ils se faisaient des articles à partir de leur thèse. Et c'était tout, et ils glandaient. Et après, ils se faisaient des cérémonies où ils se congratulaient les uns les autres. Et à côté de ça, ils prenaient à chaque fois 15 élèves en tant que directeur de recherche. Au cas où il y en ait un qui sorte quelque chose de bien, ils pouvaient mettre leur nom dessus. Et ils faisaient faire leur travail à leurs élèves. C'était de la grosse merde. Du coup, je me suis barré. Donc j'ai eu mon master de psycho de la santé et je me suis barré. Et du coup, je me suis mis au RSA. J'avais plus de 25 ans. Et j'ai rien glandé. Vraiment. J'ai fait ma vie tranquillement. Et à un moment, je me suis mis à écrire. Et à écrire assez frénétiquement, en fait, et à écrire tous les jours de façon régulière avec une bonne grosse discipline. Et voilà, maintenant je suis écrivaine. Et j'écris des histoires d'horreur, de science-fiction, et des trucs assez variés. Je participe à des concours d'écriture. Et j'essaye de me faire publier. Et en attendant, bah là je suis SDF, donc là je squatte chez ma grand-mère. Je vais bientôt me prendre un appart sur Lyon avec des amis en coloc. Et, et voilà, et continuer d'essayer de me faire publier, d'écrire et tout ça, et avec la joie de me dire que j'arrive à survivre avec juste un RSA. Parce que j'ai pas envie de travailler dans un truc qui me plaît pas. En fait, ça va juste pas marcher. Ok. Bah, merci beaucoup pour ton retour là-dessus. Est-ce que tu as envie de parler de tes façons de relationner, donc amicalement, romantiquement ou sexuellement? Je sais que tu nous as déjà un peu fait un retour sur l'aspect romantique, mais comment est-ce que concrètement est-ce que tu le vis et comment est-ce que concrètement dans tes relations, quels sont les impacts dans tes relations? Alors, bah là encore, ça remonte loin, car j'ai eu beaucoup de relations avant de m'apercevoir que j'étais aromantique. C'est très récent que je m'en suis vraiment rendu compte. Et du coup, pendant longtemps, j'ai vraiment eu l'impression de juste d'être une personne horrible, parce que on me reprochait souvent de pas avoir l'air d'aimer la personne autant qu'elle m'aimait, et tout les trucs comme ça. Toute l'idée qu'il faut que ça soit. Et que l'amour porté doit être équivalent pour que ça marche, et que ça doit être de l'amour romantique, et tout ça. Donc j'ai été dans des couples mono où ça. Bah, c'était. Mono. J'ai été oui, dans des couples mono où bah, Qu'est-ce que tu entends par ça. mono? Bah, avec une seule personne, le couple traditionnel. Mono amoureux, tu veux dire? Enfin, mono. Ouais, mono amoureux. Ouais. Et ça marchait pas en fait, je me sentais pas bien. Et j'ai même été en couple pendant 6 ans et c'était hyper toxique quoi. Enfin c'était toxique pour la personne avec qui j'étais, c'était toxique pour moi et j'ai fait de la merde etc. Et du coup une fois que je suis sorti de ce couple, oui de ce couple, bah voilà, j'ai assumé le fait que j'étais aromantique et que je voulais plus jamais être dans un couple comme ça. Et donc maintenant je suis anarchiste relationnel. Donc vraiment, je fais pas plus de différence entre amitié, amour, etc. Et j'ai arrêté de sacraliser le sexe. Je veux dire, pour moi maintenant, le sexe c'est une activité agréable que je fais avec les gens que j'aime. Ouais. Ok. Et voilà. Et du coup, et ça me permet aussi de prendre beaucoup plus soin des gens avec qui je relationne, vu qu'il n'y a plus ces injonctions à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Mhm. Et du coup, ça me permet d'être à l'écoute, d'être beaucoup plus dans le care que quand on me disait de l'être parce que je devais l'être, tu vois. Ok. Et là maintenant je le fais parce que c'est bien de le faire, parce que ça me plaît de le faire, que, et que je peux me permettre, on va dire, que j'entre dans des relations avec mes règles et avec le fait qu'il faut respecter mes règles aussi et que
Et souvent, je relationne aussi avec des gens qui sont également anarchistes relationnels et qui Mm. ont donc aussi d'autres personnes pour s'occuper d'elles. Et donc, il n'y a pas tout le poids de la santé mentale d'une seule personne qui repose sur moi. Mm. Et on peut partager justement le care, on peut partager le travail émotionnel et tout ça. Et ça me convient beaucoup mieux. En gros, si j'ai bien compris, on, avant on attendait de toi que tu fasses du care, mais si tu le faisais, on te mettait une énorme pression et on te faisait subir des codes que tu n'avais pas choisis et que tu voulais pas. Donc en gros, quand tu le faisais, ça impliquait des choses qui, romantiquement notamment, que tu ne voulais pas et ou que tu ne pouvais pas. Enfin, je sais pas. Bah, en Mais fait, il y a cette idée dans le couple mono-amoureux que en fait, tu dois être tout le temps, dès que la personne en a besoin, tu dois être la personne qui soutient la personne que tu aimes, avec qui tu es en couple. Sauf que bah il y a des fois où tu peux pas. En fait, il y a des fois où t'es pas en état de le faire, mais quand t'es en couple, tu dois le faire quand même. hmm, Et ça peut être vraiment épuisant. Alors que là, en tant qu'anarchiste relationnel qui relationne avec d'autres anarchistes relationnels, quand moi je peux pas le faire, il y a d'autres gens pour le faire. hmm. Et du coup, ça me permet d'être en bon état pour le faire quand je peux le faire également. Ok, ok, ok. Et quand je vais relationner avec des personnes qui sont mono, bah généralement déjà basiquement je suis pas sûr que je relationne avec des personnes mono là en fait. Mais basiquement elles devront accepter le fait que je ne serai pas leur béquille en fait. Hmm, je vois. Je viens de me souvenir de la question que je voulais te poser tout à l'heure. De, il me semble que tu m'avais parlé, que tu voulais expliquer quel était ton vécu spécifique de personne non binaire en tant que personne amable avec une barbe, dans la pilosité faciale, etc. Tu... Alors bah moi ça me touche beaucoup moins que beaucoup d'autres gens parce que j'ai pas spécialement envie d'être féminine ou quoi que ce soit. Mais ça me dérange le fait que les gens lient ma barbe avec de la masculinité. Et me renvoie au fait d'avoir des avantages, et pas seulement la barbe, aussi mon apparence générale, etc. Au fait d'avoir des privilèges, comme si j'étais un mec cis. Ouais, Et, mais du coup, je sais que c'est un truc qui te touche beaucoup plus que moi, ce sujet. oui, oui, Voilà. oui, le fait Donc, que amable. Alors pour celles qui savent pas, amable c'est assigné homme à la naissance. Voilà. Euh, oui, oui, oui. Être amable et avoir une barbe et qu'on t'impose une masculinité parce que t'as une barbe et qu'on t'impose parce que t'as une barbe, parce que potentiellement t'as une voix grave ou de la pilosité à certains endroits du corps. Euh, ouais, ouais. Moi, c'est quelque voilà. chose qui me Donc, touche beaucoup. Mais moi, souvent, ça va me déranger parce qu'on me réassigne au fait d'être un. Va y avoir les messieurs dans la rue, etc. Et plus subtilement, un des trucs que j'ai remarqué, c'est qu'on me compare souvent à tel ou tel. Genre, tu ressembles à Jack Sparrow, ou à ci, ou à ça. Et à aïe, chaque fois, c'est des mecs cis, en fait. Et les gens se rendent pas compte que c'est blessant, en fait, d'être constamment. Qu'on nous dise constamment qu'on ressemble à des mecs cis, en se basant sur des critères qui sont parfois vraiment des détails. Et en oubliant tous les autres critères, par exemple, tous les efforts que je fais pour ressembler à une salamandre, hmm, même si je ressemble pas, je sais, à une vraie salamandre, hein, c'est pas ça le but, mais bref. hmm. Euh, et les gens vont juste faire attention à ma moustache. Genre, depuis que je porte cette moustache, on me dit que je ressemble à Jack Sparrow, à Johnny Depp. Alors qu'avant, on me le disait pas du tout, hein, c'est vraiment juste cette moustache qui fait ça. Et donc les gens, juste grâce à cette moustache, me disaient mais tu ressembles trop à Johnny Depp. Et moi je suis là avec mes lentilles, mon énorme maquillage, etc. Et je suis un peu en mode quoi Johnny Depp je veux dire, je peux pas ressembler à autre chose, à quelque chose d'inhumain au moins. J'étais pas au courant que Johnny Depp ressemblait à une salamandre, mais au moins maintenant je le sais. Voilà, voilà, voilà. Alors encore Jack Sparrow ça passe parce que c'est pas un Mexis, c'est un pirate. Ouais, Voilà. Les pirates ne sont pas des Mexis et les Mexis n'ont pas le droit d'être des pirates. C'est dit. je vois. Je prends note. Si ça tombe bien que je sois pas un Mexis, je peux être pirate du coup. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui te faciliterait la vie, donc matériellement, concrètement, quoi, administrativement, relationnellement, et est-ce que tu as des revendications particulières comme l'abolition des mentions de genre à l'état civil par exemple? Alors basiquement les mentions de genre, ça me plairait bien. Parce que c'est pas vraiment un des trucs qui me touche le plus, mais ça me plairait bien
En fait, ça me plairait bien avec toute la dynamique qui va autour. Le fait qu'on abolisse les mentions de genre à l'état civil, mais qu'à côté de ça, bah, les gens ne supposent plus ton genre dans la rue. Hmm. Et ne supposent plus ton genre de base. Il faudrait que ça aille ensemble. Juste les mentions de genre à l'état civil, moi personnellement, je m'en fous un peu. Je sais que c'est important pour d'autres adelphes, Hmm. mais moi, ça me touche pas tant que ça. Mais par contre, si c'était accompagné du fait que les gens arrêtent de supposer ton genre, que on soit pas constamment en train de me dire monsieur, 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 Hmm. là, ça me plairait déjà plus. Bon, après, j'aimerais bien qu'on bouffe les riches et qu'on récupère un peu de thunes, histoire de, de pouvoir vivre décemment, on va dire. Ouais. Ouais. Voilà, voilà, qu'on ait plus de représentation, histoire que je puisse parler de mon vécu de genre et en tant que non-binaire et xénogenre sans que direct ça parte dans les et le hélicoptère attaque, tu dépolitises la lutte, etc. etc. Voilà, Ouais, voilà. ouais, ça fait trop longtemps qu'on entend ça, je le sens dans ta voix. Ah, Ah, mais oui, moi honnêtement, ça me trouve en fait complètement l'anus de voir que des personnes qui sont nos adelphes de base, soudainement, dès qu'on leur parle de xénogenre, se mettent à avoir les mêmes arguments que les terfs et les mascus. ouais, ouais, je comprends bien. Bon, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te faciliteraient la vie Bah, au niveau du genre, il y a vraiment ça, faut qu'on arrête de supposer, qu'on dégomme la cis-normativité, généralement. Ouais. Bon, après, il y a tous les trucs habituels, hein, que les cis-mecs se fassent... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire? On pourrait leur faire des choses, mais bref. Que les cis-mecs arrêtent d'être des cis-mecs, Euh, que le capitalisme arrête d'être le capitalisme, que le racisme arrête d'être le racisme, tout est tous les trucs, voilà, abolir tous les trucs, mais Ouais, abolir les, abolir les privilèges, enfin, abolir surtout ouais, le système qui va derrière, quoi. Abolir le patriarcat, abolir c'est le. ça, mais basiquement qu'on ait les moyens de vivre décemment et que les gens aient le respect de base pour nous, en fait, parce que nous, eux, dès qu'on leur manque de respect, vraiment le moindre P de manque de respect, ils sont en PLS, et alors qu'ils passent leur temps à nous insulter, il y a un moment, c'est bon Oui, quoi. On demande pas clairement. grand chose. Quel est ton rapport au militantisme? C'est une question assez ouverte, tu peux l'interpréter comme tu veux et en faire ce que tu veux, mais quel est ton rapport au militantisme? Alors, bah, le militantisme, bah, avant j'étais surtout en manif, etc. Donc plutôt du militantisme anar de base, pas spécialement queer, même si j'étais déjà queer. Hmm. Et là, avec les confinements, en fait, j'ai rejoint l'anarchisphère, on va dire. Donc là, depuis qu'il y a le coronavirus, c'est beaucoup de care, en fait, sur Internet surtout. Hmm. Donc beaucoup de pédagogie et de théorisation, ouais, d'expliquer les concepts aux gens, de parler matérialisme, théorie queer, etc. De façon à ce que les gens appréhendent des concepts et comprennent en fait comment s'articulent les oppressions et donc puissent travailler à lutter contre elles. Du coup du care aussi dans le sens que bah, y a beaucoup des nôtres qui sont dans des situations très difficiles, suicidaires, etc. etc. Hmm. Et donc, bah, faut s'en occuper aussi. Et vu qu'on est des communautés qui peuvent être parfois très blessées et qui peuvent, bah, parfois la moindre agression peut donner une réponse violente, donc aussi faire le tampon pour être, essayer de faire redescendre la pression quand il y a deux adelphes qui se tapent dessus sur parfois juste un malentendu ou une erreur, et leur rappeler que elles sont pas elles ont pas un mec cis en face, etc. Donc généralement ça va plus être ça dans de la communication et du vivre ensemble avec les gens, dans s'occuper des gens quoi, la plupart du temps. D'accord. Est-ce qu'il y a des soucis particuliers, des choses que tu verrais à améliorer dans les militantismes, bah, notamment les militantismes queer Bah moi je suis très présent sur des communautés non binaires vraiment très inclusives. Du coup hmm. je sais pas si j'ai vraiment beaucoup accès au reste du militantisme queer. Après, les trucs à améliorer, le problème c'est que, par exemple, je pourrais dire que le gatekeeping face aux personnes xénogenres, c'est un truc à améliorer dans le militantisme queer. Hmm. Sauf que pour moi, ça, c'est pas un problème de militantisme queer, c'est un problème de réactionnaire. En fait, c'est pas parce que c'est des militants queer que ces gens sont anti-xénogenres ou MBphobes ou quoi. Hmm. C'est parce que c'est comment dire. Elles sont militantes, oui, elles sont progressistes, etc. Mais jusqu'à un certain point. Et passé certains points, bah, elles sont réactionnaires. Ouais. Et donc pour moi, c'est juste un problème que bah,
c'est des personnes qui sont pas assez inclusives, c'est des personnes qui sur ce point-là sont des réacs. Hmm. Et du coup, c'est pas un problème de militantisme. Alors, je sais pas, en ce moment, il y a beaucoup la question de la cancel culture et du call-out qui est portée, mais même si je trouve que le problème c'est qu'elle est beaucoup portée par des influenceurs et du coup qui ont l'air de croire que le harcèlement qu'ils subissent en tant qu'influenceur, qui est un vrai problème, hein, on va pas se le cacher, c'est hardcore ce que subissent les youtubeurs politiques, etc. Je sais pas Mais du encore, mais coup, peut-être que je verrai. peut-être que tu verras. Mais du coup, ces influenceurs subissent beaucoup de harcèlement et ils vont rapprocher ça de la cancel culture et du call-out et parfois même euh, mettre toutes les critiques qu'on leur fait là-dedans. En mode, si tu as une critique, c'est de la cancel culture, etc. Et ça invisibilise ce qu'est vraiment la cancel culture. Et du coup, la cancel culture, à la base, c'est pas quelque chose de mauvais déjà. Hmm. La cancel culture, c'est mettre, en fait, virer des communautés, des gens qui sont nocives à ces communautés. Alors après, le terme cancel culture en lui-même, de base, n'existe même pas, hein. C'est un terme Oui, il utilisé n'existe même pas. et créé par l'extrême droite pour ridiculiser et dénoncer quelque chose. Mais c'est surtout, en gros, c'est les différents call-outs dont on parle, et la cancel culture, hein, Oui, englobe énormément de concepts et énormément de contextes et de situations différentes, qui peuvent pas se valoir en fait, et dont parler de la cancel culture de manière générale, ça veut pas dire grand chose. oui, évidemment. Mais de base, généralement, on va parler de personnes qui tiennent des propos qui sont nocifs à la communauté, ou agissent de façon nocive à la communauté, donc des personnes qui vont agresser, ou qui vont gatekeeper, qui vont rejeter. Et du coup, ces personnes, elles se font bannir de la communauté. Et du coup, ça, c'est la cancel culture de base. Alors, je te garantis que quand t'as des cis gays qui protègent des agresseurs dans une asso, c'est plutôt pas mal de les cancel, justement, car ça... Oui, alors c'est plutôt la notion de call-out dont tu parles, en fait, c'est de dénoncer, tout simplement quand des choses sont faites ou dites, et Oui, voilà. ça c'est il y a le carotte, mais le cancel, ça va être de refuser de l'accès au cercle militant, le cancel, euh, aux personnes en fait qui sont nocives dans ces cercles militants. Hmm. Donc par exemple, si on call out du coup un agresseur et que tu as des personnes qui en fait protègent cet agresseur, Hmm. ces personnes peuvent se faire cancel parce qu'elles protègent cet agresseur. Ouais, alors je comprends. Bon, c'est un outil à questionner et qui mérite. C'est un outil à Voilà. questionner évidemment. Et le call out du coup, c'est quand on va dénoncer une personne qui a eu des comportements d'agresseur et ça peut avoir énormément d'objectifs en fait. Déjà que la personne s'en rende compte, déjà ça peut être ça l'objectif parce que parfois les personnes font de la merde et s'en rendent pas compte et du coup qu'elles se rendent compte qu'elle a merdé, pouvoir engager un travail et du coup dans ce cas-là il faut généralement écouter la victime, ce qu'elle veut, etc. Et là on se retrouve à un problème, c'est que quand t'as une personne qui est call out, elle va souvent se faire cancel derrière. Hmm. Mais sauf qu'on n'est pas tous égaux en fait face au cancel. Oui, clairement. Euh, voilà, si un cis mec se fait cancel, il y a toujours la solidarité masculine, il y a toujours des cercles d'amis généralement, il y a toujours une place. C'est le militantisme, les cercles LGBT, c'est pas sa vie. Oui, Alors que quand t'avais il peut une personne très trans, clairement aller dans tout, il peut clairement aller dans tout le reste c'est de la ça, société il est qui est accepté une dans le reste non-mixité vraiment. cis, hein. Le reste qui est une communauté qui est communautariste, Voilà. hein, la société communautariste cis. Voilà, parlons-en du communautarisme cis, blanc, hétéro et valide. Parlons-en de ce communautarisme où Tout à fait. ils ont le On n'en droit parle d'exister jamais assez. partout. Ils ont le droit d'exister Mais partout et ils prennent du toute la coup, place. quand t'as une personne transféminine, noire, TDS et SDF qui se fait cancel, elle va où cette personne? Elle est acceptée où? Mm. Et surtout, si tu la cancel et qu'en plus tu cancelles les personnes qui continuent à la fréquenter pour pas qu'elle soit seule, basiquement tu fais vraiment en sorte qu'elle soit isolée, quoi. C'est un bannissement et c'est une punition même qui est même pire que ce qui est prévu par la loi en fait dans ce genre de cas. Et du coup ça peut aller très loin. Alors, on se fait du mal en intracommunautaire, quoi. Comme on a intériorisé des oppressions, etc. Le problème, c'est qu'on met en place de la justice répressive sur les gens,
notamment en intracommunautaire, on met en place une justice répressive alors qu'on aurait besoin de faire de la justice réhabilitatrice. Parce que C'est oui, ça. être toxique, tout le monde l'est à un moment donné. En fait, on a tous fait de la merde, on va tous faire de la merde à un moment donné. Enfin, c'est quasiment obligatoire. Et genre, ok, faire de la merde, ok, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont fait de la merde? Est-ce que juste on va essayer de rester dans une sorte de pureté de toutes les personnes dont on n'est pas au courant si elles ont fait de la merde ou pas? Mhm. Est-ce qu'on va rester dans une non-mixité entre personnes dont on ne sait pas si elles ont fait de la merde? Ou est-ce qu'on va essayer de traiter le problème, quoi, et de prendre ça à bras le corps, de dire Bah oui, 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 tout à il y a fait. des soucis, il faut qu'on règle ça. Alors toujours évidemment, s'il y a une histoire s'il y a une victime dans l'histoire, une ou des victimes, si des gens ont subi quelque chose, la priorité c'est de prendre soin des victimes, de les aider et de véhiculer leur parole qui est importante. Et c'est pour moi Et c'est d'éviter qu'il y en ait voilà, des prochaines aussi de victimes, mais ça veut pas voilà, dire que c'est d'autant plus important de garder l'agresseur ou l'agresseuse sous la main, justement, et de c'est ça. s'occuper d'elle. C'est ça, parce que sinon, si tu repousses juste la personne risque juste d'aller reproduire les mêmes schémas, les mêmes comportements plus loin, et de refaire les mêmes problèmes. Donc en intracommunautaire, le call-out et le cancel sont à questionner. Je pense qu'il y a des moments où ça peut être utile, et d'autres Oui, non, je sais pas exactement. eh oui, c'est des outils, et c'est des outils qui peuvent avoir des dérives, et qui, surtout, c'est des outils qui doivent être utilisés, en fait, avec une déontologie, avec une expérience. Et ça Oui, peut, on peut pas juste dire, bah voilà, la personne a fait ça, elle est méchante, on la vire. En fait, ça marche pas comme ça. et puis c'est toujours la parole des victimes à prioriser, parce que il y a des victimes, j'ai entendu plusieurs cas où des personnes avaient subi des agressions sexuelles ou d'autres types d'agressions, qui disaient, moi je veux pas forcément qu'on vire la personne, mais je veux qu'on prenne une action, qu'on en parle, que ce Mhm. soit, Oui, voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit fait de concret pour éviter de remettre ça de nouveau, que ça se reproduise en fait. Et des fois, la parole des victimes, même là, est pas écoutée et on va juste call out et cancel oui. la personne et ça ne fonctionne pas. Dans ce genre de moment, du coup, tu écoutes même pas les victimes. Enfin, il y a beaucoup de situations différentes. Mais du coup, le problème, c'est que là, on se retrouve dans une situation où les textes qui parlent de cette partie de la cancel culture et du call-out en général, en fait, sont très minoritaires et très peu lus, parce qu'à côté, en fait, bah, ceux qui ont de la voix, c'est les influenceurs. Et Hmm. les influenceurs, eux, ils parlent quasiment que de ce qui les touche, eux, à ce niveau-là, et ce qui n'est pas vraiment de la cancel culture, en fait. Oui, En fait, c'est juste du harcèlement. Enfin, je dis juste du harcèlement, c'est horrible le harcèlement, mais ouais, c'est pas les mêmes causes, c'est pas la même situation, et c'est pas quelque chose qui est intracommunautaire. Quand tu dis quelque chose, le seul pouvoir qu'on les. Genre, tu dis un truc qui va agresser des gens, bah pour beaucoup de gens, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de t'envoyer un message méchant. hmm, Et évidemment, quand tu reçois des tonnes de messages méchants, ça devient extrêmement violent, et t'as l'impression qu'il y a un groupe de gens qui s'est concerté ensemble pour dire, hey, regardez cette personne, on va la harceler, ce qui n'est pas toujours le cas. ce qui est parfois le cas aussi. Mais Ce qui est parfois le cas aussi. moi, ouais, ce que tu me dis, ça me questionne. Donc c'est quelque chose sur lequel je réfléchirai. Parce que j'ai encore jamais eu l'occasion d'y penser spécifiquement à ce dont tu me parles. Mais merci de le partager. En tout cas, je pense que c'est important d'en parler. Bah, si c'était un problème inhérent juste au milieu militant, je sais pas, les droitards n'auraient pas ce problème en fait. Sauf Ouais. qu'ils en subissent aussi du harcèlement. Hmm. Et c'est juste que peut-être qu'ils en subissent pas de la part de la droite et uniquement de la part de gens de gauche. Et basiquement, si c'était un inhérent au milieu militant, on ne subirait du harcèlement que des gens de gauche. Ouais. Et du coup, alors qu'en fait, la plus grosse partie du harcèlement vient des droitards. Dis-moi, est-ce que tu te reconnais dans les différentes communautés, que ce soit la communauté queer, du coup, les communautés LGBTQIA, et dans les ou la communauté, c'est dépendant de comment tu envisages la question, non binaire? Alors, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je fréquente surtout les communautés non binaires, je fréquente surtout des communautés non binaires très très inclusives. Ouais, Du coup, je me reconnais dedans. Je me reconnais dans la communauté queer en général, vraiment c'est gros parapluie, communauté LGBTQI, etc. Mais voilà, surtout dans ces communautés non binaires dans lesquelles je suis, et mhm, plus précisément dans les groupes xénogenres qui sont extrêmement restreints, ceux que je connais, mais où là pour le coup il y a vraiment des. Je me sens vraiment. Comment dire?
je sens vraiment que les questionnements résonnent, quoi. Hmm. Que j'ai vraiment quelque chose en commun. Alors que c'est vrai que dans les groupes non binaires, bah, il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de vécus qui sont très, très éloignés du mien et où bah, j'ai rien à dire en fait et ça m'intéresse pas. Quand ça parle de féminité, de masculinité et tous les trucs comme ça, bah, c'est. Parce Ou qu'on même. on en revient sur le fait que les vécus non binaires sont très Sont très très multiples. nombreux en fait, sont Oui. multiples comme tu le dis, et voilà. Et moi, pour le coup, bah, j'ai la chance de ne pas vouloir faire de transition hormonale ou de chirurgie, donc toutes ces questions, bah, elles ne me concernent pas, alors que beaucoup de personnes des communautés non binaires veulent le faire. Hmm. Euh, j'ai, j'ai pas besoin de binder ou je fais pas de tucking ou de trucs comme ça. Hmm. Donc il y a plein de choses qui me concernent pas du tout. Après bon, tu te maquilles par exemple aussi, ça c'est un sujet sur lequel tu peux échanger. Je me maquille, là par contre, ça me concerne déjà plus à ce niveau-là par contre. Hmm. Bon après comme je dis, moi je veux pas faire transition médicale, mais en réalité, si c'était possible plus facilement que ça ne l'est et avec moins de conséquences, j'aimerais bien me faire tatouer intégralement et me faire tatouer les yeux et des trucs comme ça. Hmm. Et, et du coup ça entre un peu dans une forme de transition médicale, sauf que c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même type, c'est pas... Oui, elle est pas Disons que féminisante ou masculinisante quoi. c'est ça, et, et personne n'a d'informations dessus dans mes groupes. Ouais, Je pourrais pas arriver et dire au fait où est-ce que je pourrais faire ci ou ça, ou quelle manière de faire ci, parce que personne n'a ce vécu-là. je vois. Et il y a un mot que t'as pas placé, je pense que c'est le mot autodétermination. Tu parles des différentes communautés dans lesquelles tu es allé. Et tu dis qu'elles sont inclusives. Je pense que la base quand même de toutes ces communautés dans lesquelles tu es allé, c'est l'autodétermination. Après, je pense que l'autodétermination est à la base en fait de tout militantisme trans. En fait, c'est juste que certaines personnes manquent de cohérence en fait et laissent leur côté réactionnaire sur certains points leur faire oublier que si eux interdisent à des gens de se définir comme ils veulent, bah, ça veut dire que n'importe qui peut venir leur dire tu n'es pas une femme parce que si, tu n'es pas une femme parce que ça. Et ça les oblige, ça les enferme constamment dans le fait d'avoir une autorité médicale, scientifique, qui va valider leur vécu. Et c'est. Je sais pas comment ces gens font pour vivre comme ça, en fait, d'avoir besoin constamment de la validation d'une autorité, surtout dans un monde où bah, cette autorité, elle est pas de notre côté la plupart du temps. Hmm. Et ces gens oublient que, en fait, si là actuellement on peut vivre un minimum en tant que trans, en tant que non-binaire, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit un jour, moi je suis ça, et j'en ai rien à foutre de ce que les autorités disent. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai fini ma petite liste de questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais revenir? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais préciser? Euh, voilà. Bon, je crois pas, j'espère que ça n'a pas été trop bordélique au niveau de ce que je disais et que c'est assez clair. D'accord. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite conclusion que tu veux faire? Bonne question. Bah juste à dire à nos adelphes de pas oublier d'être bienveillants avec les autres, de pas oublier que c'est pas parce qu'il y a un truc qui leur semble bizarre ou qui leur semble différent de ce dont ils auront l'habitude qu'il faut d'instinct le rejeter ou supposer que c'est un trick pour essayer de s'introduire dans les communautés. Généralement, hein, les cis mecs, quand ils veulent s'introduire dans nos communautés, on les repère très très vite. Et donc ça Oui. sert à rien d'être constamment sur la défensive en mode ah, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous infiltrer, cette personne fait ça pour pouvoir. Bref, tout le mythe des personnes transprédatrices, quoi. Il faut abandonner ça. Une personne qui veut vraiment nous infiltrer, elle le fera, qu'on soit vigilant ou non. Hmm. Et une personne qui veut nous infiltrer juste comme ça, on la repérera tout de suite. Donc quoi qu'il arrive, soit c'est bien fait, on n'y peut rien, soit c'est mal fait, on le saura. Donc ça sert à rien d'attaquer nos adelphes à tout bout de champ en mode n'entre pas dans la communauté, tu n'es pas assez trans pour moi. Tout ça, tout ça. Bah, je suis entièrement d'accord. Merci pour tout. Merci à Eh ben, un toi plaisir. d'avoir été là, d'avoir répondu à mon appel, Pas de littéralement. soucis. Euh, et voilà, merci énormément et ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et voilà. Si Mais vous moi avez aussi. aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager cette vidéo.
pour permettre à d'autres personnes de visibiliser donc des vécus de personnes non binaires qui sont différents de ce qu'on a l'habitude. Donc vous avez là par exemple le vécu d'une personne xénogenre, racisée, aromantique. Voilà, ce sont des spécificités, comme l'a dit Alex, qui sont plus rares de rencontrer, d'être visibilisées. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces différents vécus. Et merci beaucoup à vous, à la prochaine.